Bonjour à tous et bienvenue sur le live stream de Twitch de BFM Business avec Laure Cloisier et moi, Bonjour. Jean-Luc Deloreau. Et on va essayer de vous aider pour savoir comment créer sa boîte et réussir en tant qu'entrepreneur. Alors moi j'ai pas la réponse, mais je connais pas mal d'entrepreneurs. J'ai pas la réponse, mais effectivement j'en vois beaucoup au quotidien des entrepreneurs, beaucoup en 4 saisons de la BFM Academy. La BFM Academy dont il va y avoir la grande finale, c'est lundi prochain, 5 juillet à 19h, où on juge des entrepreneurs, même si on n'y connaît rien. C'est-à-dire que l'objectif, c'est quand même de... La baseline de la BFM Academy, c'est ils y croient, croyez-vous en eux. Donc en gros, il faut répondre à la question est-ce que ce projet vous donne envie? C'est à peu près la seule question. Il faut répondre un peu en tant que consommateur. Est-ce qu'on aurait envie de participer à l'aventure? Et il faut voter de 19h à 20h15. Les votes sont ouverts sur bfmacademy.fr. Et donc on va recevoir notamment Fabrice Marcella, qui est un coach de la BFM Academy, oui. et qui a beaucoup d'expérience dans le conseil en management. Alors Fabrice, il fait pas du conseil en management. Fabrice, c'est un coach depuis 5 ans de la BFM Academy, il travaille pour le village Baïséa. Je me moque de lui, Fabrice, en disant que c'est la nounou des startups en fait. Il fait tout, il leur trouve du boulot, il organise des apéros, il les suit, il les coach. Enfin, il les accompagne au fur et à mesure. Eh ben, on va essayer de l'appeler tout de suite. On va voir ce que ça donne. Hop. On va voir si ça fonctionne. Ça fonctionnait tout à l'heure, en tout cas. Fabrice, je suis sûre qu'il utilise une start-up qu'il connaît pour faire un Twitch. Bonjour Fabrice. Salut Fabrice. Allô. Bonjour. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Tu vas bien? Ouais. Allô? Ouais, attends. Il faut mettre un casque, non, pour l'entendre? Oui. Sinon, ça marche pas. Oui, on t'entend, Fabrice, salut. C'est effectivement mieux avec un casque. Donc, on t'entend. On sent tout de suite le stress de Fabrice, qui va bientôt faire la finale de la BFM Academy. On sent le stress monter, ça se voit physiquement. Non, c'est pas vrai. Ça se voit physiquement, ça, t'es en train de dire? Non, écoute, regarde, je suis plutôt cool dans mon petit canapé. Bon Fabrice, notre sujet c'est comment on fait pour monter sa boîte, c'est un vaste sujet et je t'interdis de nous répondre d'abord qu'il faut avoir l'envie. Non mais la question c'est comment on fait pour monter sa boîte? Parce que bien souvent en fait on a quand même des entrepreneurs qui montent des boîtes et développent des produits et des services qui répondent à aucun besoin, et je crois que c'est le risque le plus grand en fait d'une start-up, il est bien là. Donc c'est déjà à mon avis, c'est de s'assurer que le problème auquel on cherche à répondre corresponde bien à un problème qui n'est pas un problème personnel, correspondent déjà à un problème qui concerne le plus grand nombre de personnes possible. Et je pense que c'est le point de départ, tu vois. Tu dis ça, mais en même temps, je te ferai remarquer que dans la BFM Academy, on a plein de fois des gens qui ont commencé justement soit par un besoin personnel, soit par répondre. Et c'est notamment le cas d'un de nos finalistes lundi, Moby Travel, qui a fait un site de réservation pour personnes handicapées. Ça commence par j'ai un pote qui peut pas partir en vacances, et ça commence comme ça. Mais Laure, j'ai pas dit le contraire. En fait, moi, ce que je dis juste, c'est qu'une fois qu'on a cette idée-là de vouloir régler un problème qui est peut-être au départ un problème perso, encore faut-il s'assurer que ce problème concerne le plus grand nombre de personnes possible avant de se lancer. Et d'ailleurs, on appelle souvent ça le questionnaire problème. C'est d'aller déjà sur le terrain à la rencontre de ses futurs clients pour valider que le problème est un problème réel. Et je pense que Moby Travel, comme tout l'ensemble des entrepreneurs qui se présentent à nous généralement, ont eu cette démarche-là. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que, en tout cas moi, lorsqu'on explique aux startups comment pitcher, on leur demande toujours de commencer par quel est le problème et ensuite de décrire la solution. La solution, elle vient dans un temps 2, mais déjà, c'est on confirme qu'il y a un problème. Ça évite de faire une étude de marché. Les grands groupes font des études de marché, les startups font des questionnaires pour aller s'assurer de la réalité sur le terrain qu'il y a bien un problème qui doit être résolu. Donc Moby Travel, ouais. Ouais, vas-y. Non, Moby Travel, donc c'est un de nos finalistes, ouais. Lucas Gebhardt. Lucas, il a 24 ans. Il a monté sa boîte à 19 ans. On a aussi Margot Coréard, ça c'est celle qui accompagne Fabrice dans la finale, parce que c'est des binômes, ils ont un coach et on sera avec un autre coach dans un instant, Philippe Pouletti, mais chacun a son coach avec le candidat. Donc c'est Diagramme Technologies, c'est de l'intelligence prédictive. Elle a créé une espèce de machine qui gère toutes les autres machines où on peut prévoir les futurs
Pan. Et puis il y a David Monnier, Fonto de Vivo. Là, c'est une espèce de grosse brita qui pompe de l'eau et ça permet d'avoir accès à l'eau potable n'importe où dans le monde. On peut créer avec sa brita là, 2 litres par seconde. C'est quand même un enjeu industriel important. Ça, c'est pour nos finalistes 1, 2 et 3, bfmacademy.fr. Je suis une bonne vendeuse. Hein. BFM Academy. Non, votez 1, 2 ou 3 sur bfmacademy.fr lundi. Alors d'ailleurs, du coup, moi, ça me fait penser à une vraie question qu'on se pose, parce que tu parlais d'âge et de gens très jeunes. Est-ce qu'il y a un âge pour se lancer tu vas me dire non, mais quand même, est-ce qu'on n'aborde pas les choses différemment à 18 ans, à 40 ans, à 60 ans voilà, comment on aborde ça? Ça, c'est pour toi, Fabrice. Très bonne question. Alors, je voulais juste qu'on retienne bien dans le message qui était passé quand même par Laure, c'est le fait d'avoir 23 ans ou 24 ans, c'est pas un plus pour voter pour lui. Je voudrais juste te dire au préalable. Je rêve. Non, mais parce qu'à chaque fois, on nous le sort comme argument. Oui, bien sûr. Un argument de vente. Je préfère le représenter, mais en fait, moi, je suis un observateur privilégié finalement de cet écosystème entrepreneurial français. Ça fait 7 ans que je suis sur le terrain et j'ai vu finalement se rajeunir les créateurs d'entreprises. C'est-à-dire qu'il y a 7 ans, j'avais davantage des hommes ou des femmes d'une quarantaine d'années qui avaient déjà roulé leur bosse en entreprise, qui avaient identifié un produit ou un service mal couvert par l'entreprise d'origine et eux-mêmes avaient développé une compétence, avaient la fibre entrepreneuriale, avaient un réseau, un peu d'argent de côté et décidé de se lancer. Ça, c'était il y a 7 ans. Depuis, finalement, il y a eu une forme d'effet de mode, certes poussé quand même par l'État, poussé par également Emmanuel Macron. Donc, on s'est transformé en Startup Nation et finalement, l'entrepreneuriat, c'est, je ne sais pas si c'est le bon terme, vulgarisé, en tout cas, c'est déployé davantage finalement auprès du plus grand nombre, en ayant des écoles avec des incubateurs, en ayant des structures d'accompagnement comme celles que je dirige aujourd'hui, en ayant du financement. Et donc, on a vu se rajeunir les créateurs d'entreprises. Ensuite, le bon binôme, selon moi, c'est quand même effectivement une personne dont on peut penser qu'elle sera plus agile parce qu'elle est plus jeune, mais associée à une personne qui a un réseau, qui a un background, qui a du financement aussi, et le bon équilibre, c'est les deux en fait. Je pense que c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux. Et j'ai vu plein d'exemples de ce type-là, en tout cas au travers des startups que j'ai pu accompagner. En tout cas, ce qu'on voit en 16 saisons de BFM Academy, parce que c'est quand même la 16e saison, alors ni Fabrice ni moi n'étions là depuis le début, mais ça fait quand même quelques années, c'est qu'on voit quand même les profils changer. Alors il y avait effectivement ces gens qui étaient dans des boîtes et leur boîte n'allait pas jusqu'au bout, faisait pas bien le boulot, ils se sont dit bon bah moi je vais le faire moi-même parce que quand même je sais de quoi je parle. Mais aujourd'hui on a une diversité totale des profils. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui sont totalement autodidactes, des ingénieurs. On a eu là parmi les anciens finalistes, Ismo, qui était une star des produits dérivés de la Société Générale, qui a monté sa néobanque, qui repart à zéro. Enfin, on a vraiment une diversité totale. Et pareil chez les femmes, au début, on n'avait que des filles qui montaient des business genrés. Aujourd'hui, on a de tout, des médecins, des ingénieurs, enfin, c'est des jeunes, des vieux. Enfin, franchement, c'est maintenant compliqué de faire un profil type. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut rappeler un peu BFM Academy, comment ça fonctionne, le process un peu? Alors BFM Academy, premier concours de start-up à la télévision et à la radio, premier parce qu'il est très très vieux, et qui pour s'intéresser aux start-up il y a 16 ans, il fallait quand même avoir le cœur bien accroché. C'est un concours, on candidate soi-même, donc on envoie son dossier à BFM Business, on fait un espèce de jury, on décide, il y a 400 dossiers à peu près, l'année dernière on en a eu, c'était un pic, mais là cette année à peu près 400, il y a une quarantaine de candidats qui passent les castings ensuite en région. Donc cette année, ça tourne parce qu'on les organise en partenariat avec le village Baïséa, donc chez Fabrice à Paris tous les ans. Mais sinon, dans les villes de province, ça tourne. Cette année, c'était Niort, Lille et Lyon. Donc là, ils étaient cette année face à un jury régional avec des personnalités locales. Ils ont pitché. Ensuite, il y a eu une sélection. Et après, ils sont venus en studio à Paris où ils ont été éliminés. Alors cette année, franchement, c'était dur. Je ne sais pas si Fabrice est d'accord avec moi, mais il y a eu un jury différent chaque étape qui a éliminé à chaque fois un entrepreneur. Il y a eu un jury très scientifique avec Luc Julia, qui est celui qui a inventé Siri notamment, qui nous a dit qu'il comprenait rien à nos entreprises. Donc nous, on pensait avoir compris, on était quand même vachement déçus. On a eu Laurent Choin, DRH, pour des questions plus RH, Mercedes Serra, enfin, comme ça, des personnalités qui sont venues les juger et qui n'avaient d'ailleurs pas du tout des avis. C'est là où on voit quand même que c'est très ouvert. Personne n'était d'accord sur les boîtes, entre ceux qui y croient et ceux qui y croient pas. Et ça finit par nos 3 finalistes qui vont se battre lundi.
Donc c'est plusieurs mois la BFM Academy. Je trouve que c'est un formidable moyen également pour créer des relations de proximité entre investisseurs, futurs clients et startups. En tout cas, ça forme une véritable communauté, je trouve, la BFM Academy. Et cette année, ça l'a davantage incarné que les années précédentes pour la raison suivante, c'est que finalement, l'ensemble des 3 startups qui avaient été sélectionnées pour chacun des membres du jury, on a tourné l'ensemble des épisodes ensemble. Et ensemble, alors c'était un déchirement certes à chaque fois de voir l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles partir. C'est son côté nounou. C'est pas mon côté nounou. Il commence déjà par comment je crée de la proximité, comment je crée de la confiance. Et c'est pas sur LinkedIn qu'on crée de la confiance, c'est vraiment sur le terrain, au contact des gens. Et j'étais très triste d'ailleurs depuis ces 18 derniers mois de ne pas pouvoir rencontrer autant de personnes. Et ce qui était différent peut-être, tu me posais la question lors de savoir si je l'avais bien vécu cette phase d'élimination. C'était un déchirement de voir partir, c'est vrai, Elodie. Toutefois, c'est pas moi qui l'ai éliminé. Et c'est vrai que les années précédentes, c'était au coach de retenir la start-up finale ou finalement d'éliminer les autres, alors même qu'on les avait choisis au départ. Alors que là, c'est un petit peu différent. C'est ce jury d'experts et à chaque fois, c'est une performance que de pouvoir passer à l'étape suivante. On essaye de les préparer et de les emmener jusqu'au bout, mais au final, c'est pas nous qui faisons cette sélection-là. Et j'ai trouvé ça plus confortable. Tu t'es senti plus cool, quoi. Plus dans mon rôle, en fait. Moins de pression. Alors, on a une question d'Hashtag. Merci Hashtag de nous poser la question. Comment faciliter les démarches administratives pour la création et gestion d'entreprise? Alors, c'est vrai que même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment avec le statut d'auto-entrepreneur, mais voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, la BFM Academy, c'est pas pour les auto-entrepreneurs. Il faut avoir déposé son... Non, mais il faut avoir créé son entreprise. Il faut avoir déposé ses statuts, exister EURL, ça marche, mais c'est pas juste entrepreneur. Faciliter les démarches administratives, comment on fait, Fabrice? Déjà, contrairement aux idées reçues, on a toujours l'impression qu'en France, c'est compliqué de créer son entreprise. Sachez que en France, en moyenne, c'est entre 3 jours et 3 jours et demi le temps nécessaire pour s'enregistrer et créer son entreprise. Le Royaume-Uni, qu'on cite toujours en exemple, c'est près de 4 jours et demi. Et puis, pour finir, l'Allemagne, c'est 10 jours et demi. Donc, on voit bien qu'en France, il y a eu un effort extrêmement important de facilitation de toutes les démarches administratives pour pouvoir créer son entreprise. Et créer son entreprise, la démarche administrative, c'est pas le plus important en fait. Parce que souvent, d'ailleurs, le premier réflexe d'un entrepreneur, c'est je crée mes statuts. Enfin, c'est pas le plus important. Déjà, regardons de nouveau, je repars. J'ai une idée, j'ai un problème, je le confirme, j'y vais pas à pas. Et le moment venu, je vais prendre le temps, en tout cas, de créer juridiquement mon entreprise. Mais c'est pas l'élément le plus important, vraiment. Donc attends, tu reviens à l'élément le plus important. Comment on confirme qu'il y a vraiment un problème à résoudre? Alors moi, je vous invite à lire le bouquin d'un Américain qui s'appelle et voilà, son prénom m'échappe, c'est HUA. Je pourrais vous le mettre. Je vais vous le mettre peut-être. Je sais pas si on peut communiquer directement dans la partie conversation. Et en fait, lui, il explique très clairement les différentes étapes qui permettent de confirmer que le projet que l'on porte est un projet qui trouvera son marché. Et étape par étape, la première étape, c'est de nouveau, je confirme mon problème. Comment je le confirme? En fait, il vous donne même des questionnaires clés, des questionnaires types que vous pouvez utiliser pour aller ensuite sur le terrain, interroger vos futurs, vos futurs clients. L'idée, c'est pas de faire un questionnaire en ligne, c'est vraiment de rencontrer les gens et c'est là où vous allez vous rendre compte de la réalité ou pas du problème. Sur cette base-là, ensuite, vous avez ce qu'on appelle le questionnaire solution. Vous voyez, c'est extrêmement pratique. C'est le même principe, sauf que là, vous allez commencer à prototyper une forme de projet, en tout cas, qui va permettre, lorsque vous allez interroger la même cible, voire une cible plus élargie, sur comment la personne va se projeter dans le projet que vous proposez. Alors, quand vous êtes dans le web, c'est quand même plus facile, c'est vrai, que dans le monde du produit physique. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire des prototypes au travers de ce qu'on appelle tous les outils de no-code. Le no-code, c'est toutes ces API, ces fonctionnalités qui existent sur le web. Il n'y a plus besoin aujourd'hui d'être un développeur pour pouvoir créer son application. Et ça, vous pouvez le faire à 0 €. Pourquoi? Parce que tous ces sites-là aujourd'hui vous proposent des accès freemium qui vont vous permettre de prototyper, de relier des briques fonctionnelles entre elles pour pouvoir construire une logique, un produit ou un service. Et sur cette base-là, donc vous allez le confirmer auprès de vos futurs clients. Et si ça marche, eh bien, vous allez peut-être le mettre en marché, aller commencer à aller chercher à lever des fonds auprès de votre famille, vos amis, voire des business angels si votre produit est plutôt abouti. Donc, je vais vous mettre le nom de l'auteur. C'est en plus écrit en français, c'est génial parce que c'est rare qu'on trouve des bouquins en tout cas inspirants de ce type-là traduits en français. Et c'est devenu ma Bible. Donc je vous invite à la lire. C'est gratuit, c'est en PDF.
c'est en libre service. Vous allez pouvoir le télécharger et vous en inspirer pour vos propres projets. J'essaie de le faire en live en même temps pendant que Laure, si tu as une autre question, moi je cherche en même temps le non, mais une fois que tu t'as déconnecté. Ouais, vas-y. Zut. Non, tu m'entends? Je suis là. Ah oui, tu es là. Non, j'ai dit, une fois que tu as validé ton process, là, répondu à tous tes petits questionnaires et que tu t'es dit, bon, bah c'est bon, j'ai l'impression que ma boîte, que mon idée est bonne. Après, tu fais quoi? Tu cherches des copains pour la partager? Tu vas devant le village du ByCA et tu fais quoi? Alors, déjà, quand vous avez effectivement fait cette preuve du concept, soit vous avez les moyens finalement tout de suite de la mettre en marché, c'est notamment lorsqu'on est sur le web, de nouveau c'est là où c'est entre guillemets le plus simple, même si c'est pas tout à fait vrai parce qu'il faut quand même aller chercher des clients sur le web et ça coûte cher d'aller chercher des clients. Mais c'est vrai que des structures d'accompagnement, incubateurs, accélérateurs comme on est au village, sont des moyens qui vont vous faciliter finalement la mise en marché de vos produits et la recherche de vos premiers clients. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver dans un environnement extrêmement favorable où vous allez retrouver d'autres entrepreneurs qui vont partager finalement leur retour d'expérience, qui ont les mêmes cicatrices que celles que vous allez avoir et donc ils vont pouvoir également vous apporter leur regard. Et puis vous avez toutes les équipes d'accompagnement qui vont très simplement répondre à l'ensemble des questions qui vous empêchent de dormir la nuit, qui vont animer des masterclass sur un ensemble de problématiques qui vont vous permettre d'avancer, d'accélérer votre projet, qui vont vous mettre en relation également avec des business angels, par exemple, pour aller chercher les premiers fonds dont vous avez besoin pour pouvoir démarrer. Donc, les structures d'accompagnement aujourd'hui en France, il y en a quand même un très grand nombre. Je ne sais plus si on a fait peut-être x10 en 7 ans. Enfin, il n'y a plus que des structures d'accompagnement. Oui, c'est clair. Qui n'a pas sa structure d'accompagnement? Je vais d'ailleurs peut-être lancer la mienne directement. J'arrive un petit peu tard parce que là, vraiment, il va falloir que tu sois différent. Tout va jouer sur ton nom peut-être. Voilà, parce qu'il y en a quand même beaucoup aujourd'hui. Et j'allais dire même à chaque sortie de métro parisien, vous avez une structure d'accompagnement dans un rayon de 200 mètres ou une structure de coworking. Vraiment, là, il faut être très, très différenciant pour pouvoir sortir aujourd'hui sur... Mais vous sélectionnez quand même. Il y a des critères. Alors, il y a demandes, donc on sélectionne, effectivement. Alors, peut-être que pour expliquer comment ça fonctionne, c'est qu'en fonction de la maturité de la start-up, vous avez des structures d'accompagnement qui sont mieux adaptées que d'autres. Vous avez des incubateurs, ça correspond bien à lorsque vous êtes en mode idéation, création. Lorsque vous êtes en phase dit d'amorçage, c'est-à-dire que vous avez fait votre prototype, vous êtes sur le point de mettre en marché. Là, le village ByCA, par exemple, est une bonne structure cette fois-ci pour accélérer la recherche de clients, la recherche d'investisseurs et accompagner votre croissance, voire votre hyper-croissance. Donc, il est important de bien vous renseigner parce qu'il faut qu'il y ait un fit. Et c'est pour ça que quand on recrute certes sur le projet, bien sûr que le premier critère, d'ailleurs comme dans la BFM Academy, on reçoit d'abord des dossiers, donc on sélectionne sur le dossier. Mais c'est pas suffisant en fait. Il faut absolument avoir un fit avec l'entrepreneur. Et comment on recrute au village? Eh bien, on rencontre en premier lieu tous les entrepreneurs qui se présentent à nous. Et ensuite, on fait une shortlist qu'on va présenter à notre comité de sélection, composé de directeurs d'innovation de grands groupes. On est sur différents secteurs, on n'est pas focus sur le secteur de la banque. Je vais avoir autour de la table, par exemple, Stellantis, je vais avoir Lefebvre-Sarrut, je vais avoir plein de boîtes en fait très différentes et des secteurs différents. Et ensemble, cette fois-ci, on va retenir un projet. Et on le retient comment? De nouveau, l'idée, forcément, elle va être importante, mais la complémentarité de l'équipe, ça, c'est extrêmement important. Et combien de fois je me suis dit, tiens, ce projet, jamais j'aurais mis 1 euro dessus, mais compte tenu de l'entrepreneur qui est là et la manière dont il porte l'entreprise, et il a réussi à la développer. Et donc, vraiment, ce qui fait la force, pour moi, en tout cas, d'une entreprise, c'est pas l'idée, c'est vraiment la... Mais tu vois, est-ce que tu te dis à un moment, ouais, cet entrepreneur-là, franchement, il a l'air super, mais son idée, elle est nulle. Est-ce que tu dis lui, va chercher un... J'ai dit, je crois pas à son idée. Je dis pas qu'elle est nulle, parce qu'en fait, c'est compliqué, c'est très subjectif. Tu vois, mais je me dis, tiens, moi... Il faut qu'il trouve autre chose. Ouais. Et en fait, je me rends compte qu'elle est tellement bien portée, l'idée, que l'entrepreneur, il met tellement de relief quand il l'exprime. Et en fait, il arrive à être suffisamment attractif pour lui permettre de se développer. Donc, mais qu'est-ce que tu vois comme point commun entre tous tes entrepreneurs sélectionnés, même s'ils sont de tous âges, de tous horizons? Oui, d'ailleurs, on a une question d'Anna là-dessus. Quelle personnalité il faut être pour être un bon créateur de boîte? Est-ce qu'il faut être prudent, être une tête brûlée? Est-ce Les deux. Tout Prudent, tête brûlée.
Alors en fait, c'est quoi? La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il faut être un entrepreneur missionnaire ou un entrepreneur mercenaire? Et en fait, c'est un peu ce qu'on essaye les questions reposent autour de ces deux sujets-là. Je pense qu'en fonction des phases du projet, il faut être les deux. C'est-à-dire que quand on démarre, il faut avoir foi en son projet. On est un missionnaire en fait. On est convaincu. On parle avec ses tripes. Les entrepreneurs ont les yeux qui brillent. Ce qui fait que moi, je me lève le matin, c'est parce que je vais me nourrir de l'énergie des autres. Et les entrepreneurs, ils ont une énergie incroyable, même si effectivement, ils ont des creux dans la vague. Hein. Ils ont des moments où c'est plus difficile que d'autres quand même pour pouvoir faire avancer son entreprise. Mais ils ont toujours foi en leur projet. Et grâce à ça, en fait, ils arrivent à créer, je sais pas, une forme de halo, quelque chose d'extrêmement positif autour d'eux, où ils arrivent à attirer à la fois des gens comme moi, ils arrivent à attirer des investisseurs, des clients et des collaborateurs. Donc, c'est un petit peu des deux. Il faut faire preuve également d'ouverture, il faut faire preuve d'écoute. Parce que ça me semble compliqué en tout cas d'avancer sans être tourné vers l'autre et entendre ce que vous disent les clients certaines fois. Il est vrai que c'est important de croire en son projet, mais c'est aussi important d'entendre ce que vous disent les clients, notamment lorsqu'ils vous disent des choses pas agréables et qui nécessitent peut-être certaines fois de corriger, voire de pivoter, de changer peut-être de modèle sur le produit ou le service qui est proposé. Non mais l'énergie, là où tu as raison, enfin moi je vois ça côté médiatique, mais l'énergie des gens qui vont aller dans les 4 ou 3 finalistes de la BFM Academy, mais c'est ceux qui ont plus d'énergie, mais c'est les plus relous, quoi. C'est ceux qui ne lâchent rien, ceux qui vous envoient des messages. Mais bien sûr, c'est ceux qui envoient des messages. Qui vous tient la jambe, c'est ça, jusqu'à ce que vous achetiez son idée. Alors qui vous tient la jambe, mais qui vous envoie des messages la nuit pour dire vous avez mal écrit mon nom, là vous avez dit ça, mais c'est pas exactement ça, qui réécoute les émissions, qui ne laisse mais rien passer. Enfin, tu as suivi Jade Francine de We Maintain, mais Jade, elle m'envoyait des messages la nuit. La nuit, elle vient de lever 30 millions d'euros pour We Maintain. Ouais, tout à fait. Ça vaut peut-être le coup, du coup. Non, mais voilà, et je lui disais, mais Jade, mais tu es relou, quoi. C'est pénible. Elle est à la fois missionnaire et mercenaire. Ouais. Missionnaire, elle arrive tellement bien à porter, à faire en sorte que les gens la suivent, et en même temps, elle est mercenaire au sens, on va dire, au bon sens du terme, mais elle va mettre le pied dans la porte et elle va pas lâcher, quoi. Et les deux sont importants, en fait. Après, quand la boîte grandit, il faut aussi s'associer avec des gens qui ont des profils plus l'un ou plus l'autre, bien sûr, cette fois-ci, pour pouvoir continuer à faire grandir sa boîte. Mais on voit bien, ce sont des gens, effectivement, qui ne lâchent rien, et c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, quand on est parce que quand on est une start-up, quoi qu'on en dise, on a beau effectivement avoir le plus beau projet au monde, on reste une petite boîte qui n'a pas encore fait ses preuves et qui souvent vend de la slide avant de vendre vraiment le produit. Et en face, on va avoir des clients, des grands clients, surtout lorsqu'on adresse des services à des grandes entreprises. Et là, il va falloir réussir à convaincre ces grandes entreprises. Et tu vois, Fabrice, à la hauteur de la promesse. Ouais. Il y a Zizou VB qui nous dit sur le chat, il faut être un bon orateur en gros, mais c'est pas toujours vrai. C'est pas suffisant parce qu'après on peut vous considérer, on peut penser que vous misez que sur ça en fait. Et j'en ai eu des comme ça. Moi, je me souviens d'une boîte dont je ne citerai pas le nom, mais vraiment, il a quand on écoute son pitch. Il a tout ce qu'il faut en fait. Je m'en sers d'ailleurs pour faire des formations au pitch au village. Il a le regard, il a la posture, il a la gestuelle, il a le texte, il a tout. Et d'ailleurs, ce sont des images. Il est passé sur la BFM Academy. C'est un de ces pitchs que j'utilise. Donc souvent d'ailleurs, quand je demande à voter pour l'un ou pour l'autre dans la salle des personnes que je forme, on vote toujours pour lui. Toutefois, il y a toujours des petites réserves en disant mais est-ce que c'est pas juste un beau parleur? Est-ce que globalement il va être en mesure d'exécuter sa promesse? Est-ce que finalement il a de bons talents d'acteur, mais il y a peut-être rien derrière. Donc oui, c'est vrai que c'est très agréable d'entendre des startups pitcher, c'est des professionnels du pitch, mais c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Et d'ailleurs, c'est aussi peut-être pour ça que cette année, mais ça je te laisserai peut-être le commenter, Laure, que vous avez changé la manière finalement de recruter et sélectionner les startups. Ce n'est plus que le pitch. C'est plus possible. Non, c'est plus possible. Le pitch, ils sont trop forts. Ça n'a plus aucun. Non, mais ça n'a plus cet exercice. Ça s'est professionnalisé en fait. Ah bah oui. Le pitch, tout le monde sait. Mais ils arrivent, ils ont déjà pitché 100 000 fois. Les meilleurs là-dedans sont souvent d'ailleurs les Américains. Et je me souviens toujours, moi j'ai des startups quand on va au CES de Las Vegas, dans les Consumer Electronic Show en janvier. C'est le salon mondial de l'électronique grand public où vraiment les entrepreneurs et startups du monde entier se réunissent. Et la France, généralement, elle est quand même extrêmement bien représentée. Eh bien, mes startups françaises embauchent des étudiants américains qui, en 2 temps, 3 mouvements, arrivent à savoir pitcher le produit ou le service de la startup.
sans jamais réellement savoir ce qu'il y a derrière, hein, parce qu'ensuite, une fois que le pitch est fait, hop, ils prennent le contact et ils le passent aux équipes qui sont derrière. Oui. Et on voit bien, donc il y a une professionnalisation un peu à l'extrême, peut-être certaines fois, je vous l'accorde, autour de ce sujet-là. Le pitch ne fait pas tout, hein, même si on est d'accord, hein, c'est une accroche, ça peut être une bonne accroche, mais c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Et puis il y a plein de pitchs différents, hein. On ne s'adresse pas de la même manière lorsqu'on s'adresse à leur closier que lorsqu'on s'adresse à des investisseurs ou à son banquier ou à son client. Donc il faut savoir aussi adapter son discours en fonction de la cible. On fera une session sur comment parler aux médias. Je te donnerai tous mes tips. Oui, je pense qu'il y a plein de choses à apprendre là-dessus, effectivement. Ne serait-ce que pour que, même pour toi, alors ça te facilite la tâche. Oui, c'est vrai. C'est quand même plus simple à filtrer ensuite. Hein. Tu veux aller voir Philippe ? Eh ben, on peut essayer de voir Philippe Pouletti. Merci beaucoup Fabrice pour ton temps, c'était super intéressant. Salut Fabrice, prépare-toi, fais-toi une belle tenue pour la finale. Hein. Je répète, c'est le moment de mettre ses paillettes. Je mets une seule fois par an un costume et c'est quand je vais à la finale de la BFM Academy, donc je vais ressortir mon costume de l'année dernière. N'oubliez pas de voter 2, ça c'est le plus important, 1 ou 3. Technologie. Et puis je vous mets dans le chat sur LinkedIn, je pense, c'est comme ça que c'est diffusé. Non, c'est sur Twitch, c'est sur live Twitch BFM Business, c'est twitch.tv/BFM Business. Ah bah moi aussi, tu vois, regarde, on est des entrepreneurs. Voilà. Nous aussi, on essaye à notre manière. Merci Salut beaucoup. Fabrice. Super. Salut. À bientôt. Salut. Alors, je vais revenir un petit peu sur nous. Alors, je vous cache pas, je vais faire ça en direct pour essayer d'avoir Monsieur Pouletti. Toi, est-ce que pendant ce temps-là, tu peux veux que nous je faire parle un peu c'est un peu ça. Est-ce que tu pourrais parler pendant ce temps-là ? Oui, bonjour. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce que tu as retenu et puis toi de ton expérience personnelle Non, mais c'est terrible parce que moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a aucune règle. Donc, je veux pas casser le live Twitch en même temps qu'on le fait, mais c'est quand même compliqué de trouver un point commun, une méthode. Enfin, on a tellement vu des entrepreneurs différents. Là, dans ceux qu'on a lundi en finale, Moby Travel, 24 ans. Alors, je sais que c'est pas un argument de vente, va dire Fabrice Marcella quand même. 24 ans, il n'a pas fait d'études particulières. Il lance sa boîte. Il se retrouve déjà en finale de la BFM Academy. Diagramme Technologie, c'est une ingénieure ultra structurée avec ses potes ingénieurs qui montent un truc dans un incubateur à Lille. Profil complètement autre. Fonto di Vivo, David Monnier, il a bossé dans des grandes boîtes, il a bossé dans l'humanitaire. Et il monte sa propre solution. Tous ceux qu'on a eu pendant la BFM Academy ont des profils différents, mais je vois quand même monter de plus en plus au fur et à mesure des saisons les ingénieurs. C'est-à-dire que j'en ai de plus en plus. Il y a plus d'ingénieurs qu'avant. Ouais, il y a plus d'ingénieurs qu'avant, et notamment les ingénieurs. Mais ça, c'est normal, c'est la société, enfin, c'est presque la mode qui veut ça. C'est en matière d'écologie et de cycle de vie du produit, là, comment s'appelle ce secteur ? Merci. Quand tu recycles une bouteille d'eau en plastique. Le recyclage. Non, c'est plus large que ça. J'ai pas le bon terme, mais j'ai de plus en plus. Avant, quand tu avais des startups sur l'écologie, tu te retrouvais avec quelqu'un qui avait une idée pour recycler les coquilles d'huîtres. Aujourd'hui, tu as des ingénieurs qui sont vraiment dans l'économie circulaire. Voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est économie circulaire, mais qui ont des projets ultra construits, en fait, qui sont déjà quasiment viables, financés, où il y a un début, une fin. Enfin, là, sur la question vraiment de l'écologie et de l'économie circulaire, en 2 ans, on a eu une montée en gamme des projets. Alors, ça se voit pas dans la finale, dans ce que vous allez voir lundi, mais ça se voyait dans les épisodes d'avant, qui est vraiment très impressionnante. Et ben justement, on va parler un peu finance et plus peut-être business plan ou autre avec Philippe Pouletti. Alors, on appelle tout de suite. Alors, Philippe Pouletti, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'homme de Carmat. C'est cofondateur de Truffle Capital, spécialisé dans les biotech. Une liste de brevets à l'infini. Salut Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe. On essaye de savoir quelle est la clé pour devenir un entrepreneur et trouver des points communs entre tous ceux qu'on a vus pendant la BFM Academy. Est-ce que d'abord vous êtes prêts pour lundi ? Bien sûr, et on espère bien gagner avec Lucas. Donc Lucas Moby Travel, c'est le candidat numéro 3. Fabrice a beaucoup fait de promotion pour Margot Diagramme Technologie. En 2 mots, Moby Travel, Lucas Gebhardt, pourquoi on y croit ? Parce que c'est une entreprise avec une mission qui aura un impact fort
sur la vie de dizaines de milliers de personnes qui sont des handicapés, qui ont droit de partir en vacances comme les autres. Et Moby Travel peut devenir un leader européen, donc une licorne. C'est ça, notamment, Philippe, un des points communs, quand on commence à monter une boîte, il faut se demander si on va avoir un impact sur la société. Il faut être un peu naïf, parce que si l'entrepreneur savait toutes les difficultés qui l'attendent, sans doute qu'il reste au chaud dans une entreprise existante. Il faut être un peu mégalomane et avoir envie de faire mieux que les autres et plus vite. Et effectivement, les entreprises qui réussissent aujourd'hui, les entrepreneurs qui réussissent, c'est ceux qui vont avoir un impact fort sur la vie des gens. Un peu mégalo, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter complètement... Parce que Fabrice disait qu'il faut quand même écouter les clients. Hein. Quand le client dit « ça n'est pas intéressant », il faut quand même l'écouter, mais il faut s'accrocher. Il faut bien sûr écouter les clients, les futurs clients. Mais si on a foi dans son entreprise, dans sa mission, il ne faut pas écouter tous ceux qui vous donnent toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous allez échouer ou pour lesquelles il ne faut pas y aller. Il faut y aller. L'entrepreneur innovant, c'est celui à qui 95% des gens prédisent l'échec, mais qui malgré cela va réussir devant les autres. Bah oui, mais comment on fait le tri ? Alors comment on fait le tri ? Entre les bons conseils et les mauvais conseils ? Eh bien, il faut avoir du bon sens, il faut croire en soi-même, parce que l'entrepreneur qui a besoin de conseils de tout le monde pour entreprendre n'est pas un bon entrepreneur, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas écouter quelques conseils. Mais la réussite ou l'échec, ça va venir avant tout de lui ou d'elle. Un succès, c'est bien sûr, alors on parlait des licornes, il y a Coé 4491 qui nous dit une licorne, c'est pas seulement quand une société est valorisée à partir d'1 milliard. Si, c'est la règle, hein, Philippe, on considère, enfin, on valorise avec les levées de fonds et on dit à partir d'1 milliard, c'est une licorne. Précisons que c'est pas coté. Oui, pas coté, absolument. Si c'est pas en bourse. Oui, mais ça, c'est une définition artificielle. Pour moi, une licorne, ça va être un leader européen ou un leader mondial qui pourra valoir 500 millions, 1 milliard, 10 milliards. Le chiffre exact n'a pas d'importance. C'est une entreprise qui sera pionnière et leader. Trop souvent en France, on a des entreprises qui sont pionnières, mais qui ne sauront pas devenir des leaders, qui se feront rattraper par plus gros qu'elles. Un peu mégalomane. Et quoi d'autre, Philippe, pour réussir ? Il ne faut pas avoir peur des difficultés, des échecs, de savoir changer de route, un peu comme sur un voilier dans l'Atlantique Nord en hiver. Un business plan, c'est jamais linéaire. Et parfois, il va falloir s'adapter, changer de cap, changer vos voiles, mais toujours garder en tête votre mission qui sera de partir de La Rochelle et d'atteindre New York en quelques semaines. C'est ça une entreprise qui réussit. Je vois qu'il y a Coé 4491 qui nous dit pionnier et leader. On a Ledger. J'avais sollicité Ledger pour la finale de la BFM Academy parce que effectivement c'est une boîte dans le Bitcoin bien connue. Ils sont pas disponibles. On aura d'autres gens, mais je ne vous dis pas qui. Philippe, l'entourage, comment on se structure ? Il y a évidemment les accompagnateurs comme le village Baïséa, mais est-ce qu'on va chercher quelqu'un comme vous, comme Xavier Niel, pour une personnalité qui va vous aider au quotidien, un mentor ? Et je rajouterais, quand on n'a pas de réseau, quand on connaît personne. Moi, je connais personne. Imaginons, je monte ma boîte, j'ai 20 ans, 25 ans. Mais tu connaissais Philippe Pouletti quand même ? Oui, un petit peu, mais voilà. Mais je vous vois là, par exemple, à l'antenne ou autre, et je me dis, tiens, voilà, comment on vous aborde, qu'est-ce qu'on fait ? Pas évident. Par téléphone, par mail, c'est assez simple. Le bon entrepreneur, c'est celui qui reconnaîtra qu'il ne sait pas tout et qui va constituer une équipe autour de lui, qui soit l'équipe de management, le conseil d'administration, qui, dans chaque fonction, lui apportera ce qui lui manque à lui, l'entrepreneur de départ. C'est un bon entrepreneur, c'est celui qui va privilégier le succès de l'entreprise et de sa mission par rapport à son succès personnel. Par exemple, un fondateur sera peut-être le bon directeur général pendant 3, 4 ou 5 ans, et peut-être qu'après, il faudra qu'il recrute un meilleur directeur général que lui, alors qu'il restera aux manettes sur la stratégie ou des fonctions opérationnelles ou comme président.
Donc, un très bon entrepreneur, c'est en tête sa mission de devenir un leader et pour ça de construire une équipe de choc qui collectivement doit être meilleure que les équipes de management des grosses entreprises existantes. C'est Philippe, il dit qu'il faut mettre la bonne personne en fait à la bonne place. C'est très difficile et moi je le vois parfois dans les candidats de la BFM Academy, ils sont cofondateurs et ils disent bah c'est à toi de parler ou c'est à toi. Alors qu'en fait il faut choisir le meilleur qui pour parler, un point c'est tout. Il ne faut pas se faire plaisir en passant chacun son tour si on en a un qui est meilleur que l'autre. Il faut vraiment mettre les gens à la bonne place. Il faut être absolument rationnel. Et Philippe, c'est marrant, il parle d'un DG qui doit laisser la place. Le candidat qui l'accompagne, Lucas Gebhardt de Moby Travel, il voit déjà ça. Il dit peut-être qu'un jour je devrais laisser ma place. Il a 24 ans, il vient de monter sa boîte et il se dit bah, plus tard peut-être que je devrais faire autre chose. C'est quand même assez impressionnant. Mais est-ce qu'on peut entreprendre seul du coup ou non, on est obligé d'être en équipe? C'est quand même compliqué si on est tout seul? Non, au départ, l'entrepreneur, le fondateur est souvent tout seul. Il a la très bonne idée, le très bon projet. Mais on ne peut pas réussir tout seul. Si on veut être un artisan, on réussit tout seul. Si on veut être un leader mondial, bien sûr qu'il faut s'entourer très vite et il faut anticiper les besoins dans l'équipe de management future. Parce que beaucoup des erreurs de management vont être commises très tôt et sont souvent irrattrapables. Donc, trop souvent en France, on va avoir des très bonnes équipes d'ingénieurs, très imaginatives, mais pas assez de compétences dans l'industrialisation, dans le market access, dans le développement international. Et il faut absolument constituer très tôt ces équipes, soit avec un management plein temps, soit avec des consultants, soit à travers le conseil d'administration, parce que c'est très difficile le chemin de développer un produit, un service qui va réussir et il faut anticiper toutes les questions qui vont se poser, non seulement au développement d'un prototype ou la constitution du premier million d'euros de chiffre d'affaires, mais la suite. Il y a une question de Claro Proton 33 qui est est-ce que c'est une bonne idée d'entreprendre en couple? Alors avant que Philippe réponde, moi j'ai un début de réponse à ça. Moi ce que je vois dans la BFM Academy des gens qui entreprennent en couple, ce sont des gens qui sont ultra complémentaires. C'est-à-dire c'est un spécialiste du marketing avec une ingénieure. C'était le cas du Rouge Français je crois cette année. C'est des associations de compétences en général. Est-ce que tu as un tracking record? Est-ce que ça se finit en divorce? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais, c'est des entrepreneurs, ils font semblant que tout va bien. C'est ça la clé. Philippe, entreprendre en couple, vous en avez eu des couples d'entrepreneurs? Bon, je n'ai pas de réponse à tout. Chaque cas est spécifique. Mais le risque d'avoir des relations trop personnelles dans l'entreprise, c'est que les décisions de management vont privilégier la relation de couple par rapport à la bonne décision d'entreprise. Donc, je dirais qu'au départ, pour faire naître l'entreprise, pourquoi pas? À moyen terme, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie. Il faut rester objectif, quoi. D'ailleurs, il y a Koé4491 qui nous dit, merci Koé de nous suivre, il faut un couple extrêmement soudé. Si vous arrivez à gérer un projet de mariage sans litige, je pense que c'est déjà un bon signe. Ceux qui se sont mariés comprendront. Philippe, vous êtes surtout dans le secteur de la santé. Vous êtes très sollicité. Là, vous voyez un mouvement se créer. Il y a beaucoup de demandes d'entrepreneurs dans la santé qui viennent vous voir. Alors, effectivement, surtout depuis le Covid, où tout le monde a réalisé que la santé passe par l'innovation, en médicaments, en vaccins, en produits diagnostiques, en services, eh bien, les sollicitations et les opportunités augmentent. Nous, on est un animal un peu particulier à Truffle, puisque nous créons nous-mêmes les entreprises à partir de demandes de brevets des meilleures universités mondiales, à travers de besoins médicaux, et on constitue les équipes de management. Mais effectivement, dans nos domaines, eh bien, les progrès en santé passent par l'innovation, passent par les nouvelles entreprises. Alors j'avais une question de Nicolas sur les réseaux sociaux, c'était pas sur Twitch directement. Est-ce qu'il faut un business plan? Je pense qu'il veut dire par là, on voit qu'il y a des tas d'entreprises maintenant qui lèvent des fonds et même d'énormes fonds sans avoir tellement un business plan. Alors certains n'en ont pas du temps ou certains ont un business model qui finalement n'est pas rentable et même certains entrent en bourse sans avoir de business qui est encore rentable. Voilà. Est-ce qu'il faut gagner de l'argent en fait pour créer une entreprise? Est-ce qu'il faut gagner de l'argent avant d'en lever?
Alors là, vous posez différentes questions dans votre question. Première question, faut-il un business plan? Une leçon que j'ai apprise il y a 30 ans de Don Valentine, c'était le patron du fonds Sequoia Capital en Californie, un des plus grands fonds de venture. Je devais le fatiguer avec mon blabla et il m'a dit « Philippe, un bon business plan tient sur le dos de ta carte de visite. » C'était très important ce qu'il m'a dit. Ce qu'il me disait, c'est « Il faut que tu me décrives ta mission et quelques éléments clés qui m'expliquent pourquoi tu vas réussir, pourquoi tu différencies, quelle est ta propriété intellectuelle. » Donc, écrire des business plans de 300 pages au début, ça ne sert à rien. D'abord, ils sont faux. Mais il faut avoir en tête les éléments clés de la réussite, de l'échec, du plan opérationnel. Ensuite, deuxième question, est-ce qu'il faut un chiffre d'affaires? Tout dépend du secteur. Si vous êtes une société de services en concurrence avec beaucoup d'autres sociétés de services, si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, c'est inquiétant. Si vous développez un produit très innovant, un médicament ou un dispositif médical ou un drone très complexe, ce qui va compter, c'est l'avance technologique, la propriété intellectuelle, votre capacité à industrialiser le produit et à obtenir les certifications. Donc, ne pas avoir de chiffre d'affaires n'est pas un handicap pour faire une introduction en bourse d'une société technologique. Moi, je voulais carrément qu'on enlève parce qu'il y a un petit doc auquel on doit répondre quand on postule à la BFM Academy, les business plans, parce qu'en fait, tout le monde raconte n'importe quoi. Donc, dire à 5 ans, c'est quoi votre chiffre d'affaires quand vous n'avez pas encore commencé de vendre une petite cuillère, ça n'a aucun intérêt. Donc, effectivement, avant, tout le monde commençait à faire un business plan dès qu'il avait le début d'une idée. Bon, là, on s'est un petit peu calmé quand même. Donc là, il y a un vrai changement là-dessus, quoi. Mais après, derrière, est-ce qu'il faut être rentable tout de suite ou est-ce que faut acquérir un marché rapidement? Surtout pas. On ne dit pas ça souvent. La recherche de la rentabilité précoce est un handicap à l'investissement pour développer une avance technologique forte. Et c'est vrai qu'en France, on va privilégier souvent la rentabilité précoce, ce qui veut dire que vous allez réduire vos dépenses de R&D, de market access, de développement international. Donc, il n'y a pas de règle générale. Encore une fois, en service, il vaut mieux atteindre la rentabilité rapidement. En investissement technologique, il faut plutôt viser l'avance technologique, l'investissement massif en R&D, la croissance rapide du chiffre d'affaires, quitte à reculer la profitabilité pour 5 à 10 ans. D'ailleurs, la valorisation, par exemple, de 95% des sociétés de biotechnologie dans le monde peut être de plusieurs centaines de millions ou milliards de dollars sans chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'on évalue ces sociétés au chiffre d'affaires futur, 5 à 10 ans plus tard. Il y a Clara qui nous demande s'il faut créer sa boîte en France ou ailleurs. Il faut la créer près de chez soi. La France est aujourd'hui une bonne start-up nation. Elle garde encore de gros handicaps pour transformer les start-up en leaders mondiaux, mais il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis pour créer sa start-up aujourd'hui. Pas besoin, ça peut être un atout, mais c'est comme le business plan, quoi. Faut pas commencer par partir et puis après dire je vais aller voir une idée, je vais construire mon business plan. Il y a d'autres questions ou pas? Non, là moi j'ai pas d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup Philippe. Est-ce que toi, tu avais un dernier message pour les futurs entrepreneurs qui peuvent nous regarder? C'est quoi qu'est-ce qu'il faut garder en tête tout le temps, le fil rouge? Ce qu'il faut garder en tête, c'est ce que disait Obama, c'est « Yes, we can ». C'est simple, précis. Et Philippe, pour lundi, costume à paillettes. C'est un endroit où on s'habille, la finale de la BFM Academy. Oui, chef. Merci, j'aime qu'on me reconnaisse à ma juste valeur de chef. Merci beaucoup Philippe. Merci Philippe, à très bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Et ben voilà, pour nous c'est fini. De toute façon, si vous avez d'autres questions, on pourra de toute façon tout à fait y répondre sur Twitter ou autre. Nous, on est toujours disponible et on est toujours content de vous voir. Il y a Clara Proton33 qui dit merci Philippe. Merci à toi de nous avoir suivis. Merci à Koé4491, Pomme Z,
Pomme Z, amateur de Mac. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et votez nombreux lundi sur bfmacademy.fr. Voilà, tu nous refais une dernière fois le pitch. BFM Academy, c'est quand? BFM Academy lundi sur BFM Business, 19h à 20h30. On vote pour 3 candidats, Fonto de Vivo, Diagramme Technologie et Moby Travel, 3 boîtes totalement différentes. Ils y croient. Est-ce que vous y croyez? Vous votez pour eux 1, 2 ou 3. Et puis vous pourrez réagir aussi, on prendra des questions en direct si vous en avez avec le hashtag BFM Academy. On suivra vos questions et les réponses et on sera avec des invités exceptionnels bien sûr. Et merci beaucoup Laure et bientôt sur Twitch. Salut. Et bientôt à tous sur Twitch.